À Marseille, à Paris, administrativement, ça marche. La machine est maintenant rodée et l'accueil des rapatriés prend l'allure d'une sorte de routine. Car il en arrive toujours. Les soubresauts qui caractérisent les débuts de l'Algérie algérienne ont les mêmes effets que les soubresauts qui marquèrent la fin de l'Algérie de papa. Pour la métropole, ce sera un gain ou un ferment de désordre suivant que ce qui peut être une richesse sera utilisé ou non. Intégrer en quelques mois 600 à 700 000 personnes, ce n'est pas chose facile. Mais d'abord, l'intégration est-elle possible, psychologiquement et matériellement? Voici deux réponses positives. Le premier exemple se situe à Lavore, près de Toulouse. Là, 18 familles de rapatriés agriculteurs, originaires d'un même village d'Oranie, ont tenté une expérience de regroupement. Ensemble, ils ont acheté 200 hectares de terre, car ensemble, ils en avaient financièrement la possibilité, c'était leur chance. De ces terres disséminées, ils ont fait une exploitation unique, d'un seul tenant, se livrant à l'arboriculture fruitière. Ils la gèrent collectivement, bouleversant dans une certaine mesure les habitudes de la région. Monsieur Pradier, responsable de cette unité agricole, explique les raisons de son choix. Nous sommes venus dans cette région parce que nous avons été extrêmement bien accueillis par les habitants de la ville de Lavore. Nous sommes mis près de la rivière pour faire de l'irrigation, car nous sommes nombreux, nous sommes appelés à vivre sur une surface commune. Nous avons opté pour une culture très riche. Vous dites que vous avez rencontré un accueil extrêmement favorable. Enfin, au départ, il fallait acheter des terres. Oui. C'était facile de trouver des terres à acheter? C'était relativement facile. Nous sommes étonnés par le nombre de propriétés qu'il y a à vendre dans le sud-ouest. La difficulté, c'était de grouper des terres. Cela a été relativement difficile, pas tellement du fait qu'il y a beaucoup de propriétaires, bien que très attachés à leurs terres, nous les avons cédés avec le sentiment louable de contribuer à une réalisation nouvelle. C'était vraiment le seul sentiment qui les guidait, et le prix que vous payiez, ça n'est décidé pas un petit peu? Peut-être que nous avons un peu surpayé ces terres, c'est possible. Nous n'avions pas le choix, nous étions pressés. Mais je crois aussi qu'il y avait de la part de ces gens-là un sentiment de coopération. Quand vous avez vu ces gens venir s'installer et lancer ce projet extrêmement ambitieux, quelle a été votre réaction? La réaction personnelle, j'ai été un peu comme tout le monde, je vous le disais, j'ai été un peu peut-être choqué. Choqué par quoi? Choqué par, bien, nous avions l'habitude de voir nos petits boqueteaux, nos chemins profonds avec les haies, tout ça a été un peu bouleversé, ce qui fait que ça a changé complètement l'optique de la région, de ce coin de Lavore. Mais enfin, il n'y a pas eu, a priori, de la part de mes collègues agriculteurs ou de la région, il n'y a pas eu de... Systématiquement, les gens n'ont pas été contre. Vous dites que vous étiez un peu choqué, mais est-ce que leur expérience vous inspirait confiance? Ah ben, je parle personnellement, je ne parle pas, c'est surtout ce que j'ai entendu dire. Les gens ont dit on verra bien. Vous étiez métayer dans la région de Lavore, vous cultiviez une vingtaine d'hectares, et puis les gens d'Algérie sont venus et ont acheté ces terres que vous cultiviez. Quand vous avez appris ça, qu'avez-vous pensé? Que vous alliez être obligé de partir ou quoi? Eh bien, tout de suite, oui, on a pensé qu'évidemment, si ces gens-là venaient pour acheter, ils auraient peut-être l'intention d'exploiter eux-mêmes, ou avec l'aide de rapatriés également, quoi. Leurs méthodes de travail, est-ce qu'elles sont très différentes des vôtres? Ah oui, il paraît savoir des méthodes très différentes des nôtres, des anciennes méthodes qu'on avait ici, oui. Vous considérez que leurs méthodes sont plus modernes? Oui, c'est des méthodes qui sont meilleures. À quelques kilomètres de là, à Toulouse, un autre exemple d'intégration complètement différent. Une fabrique de chaussures a ouvert largement ses portes aux rapatriés pour des raisons que nous avons tenté d'analyser avec son directeur. Ici, le déphasage était plus sensible, car il n'était plus question de réinvestir, mais de se reconvertir. Monsieur, l'usine de chaussures que vous dirigez à Toulouse employait jusqu'à une période récente combien d'ouvriers environ? Notre usine employait 150-155 ouvriers. Et vous avez embauché combien de pieds noirs? Et nous avons embauché jusqu'à 26 pieds noirs à cette date depuis à peu près 2 mois. Vous aviez le choix entre deux types de main-d'œuvre, ces rapatriés et une main-d'œuvre locale. La main-d'œuvre toulousaine. Qu'est-ce qui a dicté votre choix? Eh bien, alors là, sans aucun doute, il y a eu un petit peu de philanthropie vis-à-vis des rapatriés.
vers lesquels nous nous sommes tournés. Il faut reconnaître que la main-d'œuvre toulousaine, surtout dans cette période, est difficile à trouver. Pourquoi? Et elle est difficile à trouver du fait que de nombreuses industries se trouvent à Toulouse et qui paient des salaires beaucoup plus élevés que dans nos industries de l'habillement. Et cette main-d'œuvre se tourne beaucoup plus vers ces industries que vers la nôtre. En somme, ce que représentaient pour vous les pieds noirs, c'était la possibilité de payer moins? Ah non, absolument pas. Mais enfin, ces gens que vous avez embauchés, c'était des ouvriers spécialisés ou... Non, ce n'étaient pas des ouvriers spécialisés, c'était des gens qui venaient un petit peu de tous les bords et de toutes les professions. Vous venez d'Algérie, que faisiez-vous là-bas? J'étais cuisinière dans une clinique. Je suivais des cours commerciaux. Vous travailliez déjà dans la chaussure en Algérie? Oui, oui, oui. Là-bas, vous étiez quoi? Là-bas, j'étais contremaître, mais ici, je suis coupeur. Enfin, c'est mon métier, coupeur. Seulement, tout de même, de contremaître, vous voici redevenu ouvrier. Ah oui. Vous étiez déjà ouvrier dans la chaussure en Algérie? Non, j'étais patron. Est-ce que vous gagnez plus ou moins que vous ne gagnez en Algérie? Moi, Moins? oui. Ah, quand même, c'est ennuyeux, ça. Enfin, c'est pas du tout le même travail. C'était beaucoup plus pénible en Algérie. Vous faites vos 8 heures par jour ou plus? 8 heures, des fois 9 heures. Enfin, 9 heures. C'est plus que vous ne faisiez en Algérie? En Algérie, moi je travaillais presque pas, quoi. Vous ne travaillez bien sûr pas, vous faisiez travailler les autres. Je faisais travailler les autres. Je faisais mon métier, je coupais, je piquais, je faisais un peu de tout, quoi. C'était quand même moins pénible. Bien sûr. Alors tout de même, il y a une sacrée différence. Non, j'ai pas à me plaindre, même ici. Pour le moment, ça va. C'est une ambiance enfin, meilleure que celle que je travaillais. Alors, ça me plaît. L'ambiance est avenante, agréable, mais ça ne vaut pas la vie étudiante. C'est-à-dire, moi, je me plains jamais de ce qui m'arrive, quoi. C'est votre principe, ne jamais vous plaindre? Non, je me trouve toujours bien. Est-ce que vous envisagez de retourner en Algérie un jour? Non, jamais, non. Ça, ce sera très difficile. Surtout à l'heure actuelle. Ah non, pas question. Il n'est pas question de cela. Pourquoi? Parce que nous avons vécu des heures trop terribles. Et pour vous, c'est irréversible, vous ne pensez pas? C'est terminé. Depuis quelques jours, nous dit-on, le nombre de ceux qui retournent en Algérie dépasse celui de ceux qui la quittent. Mais qui retourne et pourquoi faire? Une équipe de 5 colonnes s'est embarquée pour le savoir sur le paquebot Ville de Tunis à destination d'Oran. Monsieur, les autorités françaises vous avaient expulsé d'Algérie comme suspect d'activisme et maintenant vous faites le retour sur Oran. Pourquoi? Bien, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est surtout le mal du pays. Je suis natif d'Algérie et puis je n'arrive pas à m'acclimater en métropole. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous acclimater en métropole? Une question de climat, surtout. Climat température ou climat ambiance? Les deux à la fois. Vous avez froid et vous ne vous sentez pas dans un milieu de Ce n'est pas sympathie? une question de froid puisque je suis venu à plusieurs durant mes congés, à plusieurs reprises en métropole. J'y ai même fait la guerre. J'ai supporté des moins de 30 en Alsace en 1944. Et... Alors c'est plutôt l'atmosphère. C'est surtout l'atmosphère et puis alors si vous alliez dire l'incompréhension, c'est pas ça? l'incompréhension, mais enfin... mon foutisme, surtout. Les métropolitains par rapport à vous? Les métropolitains par rapport à l'ensemble des rapatriés. Bon, maintenant vous repartez sur Oran. Est-ce que vous avez des appréhensions ou est-ce que vous avez une confiance absolue? Faut pas dire absolu, mais je fais tout de même confiance aux paroles données à mon épouse par le préfet de police d'Oran et également par le secrétaire général de la préfecture d'Oran, M. Hamdan. Garantissant votre sécurité? Garantissant ma sécurité. Actuellement, votre famille est là-bas? Ma famille est retournée il y a 15 jours, avec mes enfants. Avec vos enfants? Votre retour en Algérie, c'est quand même une expérience que vous tentez. Je tente une expérience et si elle s'avère concluante, elle sera définitive. Vous resterez définitivement là-bas? Définitivement. Vous prendrez la nationalité algérienne? Oui. Monsieur, vous êtes instituteur et instituteur pied noir. Pied noir. Vous regagnez votre poste, vous aviez quitté l'Algérie à quel moment? J'ai quitté l'Algérie au 27 juin
c'est-à-dire 3 jours avant l'indépendance. Un peu pour faire plaisir à mes parents qui avaient très peur que je reste là-bas. Vos parents avaient peur de vous voir rester là-bas. Sinon, vous seriez parti? Je pense que je serais resté jusqu'après l'indépendance. Pour voir comment ça se passait? Pour voir comment ça se passait. Non, maintenant, vous retournez en Oranie, vous retournez parce que c'est la date de la rentrée scolaire ou parce que vous avez envie de rentrer? Oh, c'est surtout parce que c'est la rentrée scolaire et puis qu'il faut travailler. Il faut travailler. Mais enfin, une fois arrivé en Oranie, qu'est-ce que vous allez faire? Demander votre mutation pour la métropole ou quoi? Ah ben, je ne pense pas. Non, je resterai 1 an ou 2 ans, puis on verra par la suite. Si quelques Européens reviennent en Algérie, on y restera, parce que c'est surtout l'ennui qui fait partir les gens. Oui, beaucoup de gens sont partis et ceux qui restent partent à leur tour parce qu'ils se sentent seuls. Ils se sentent seuls, c'est ça. Il n'y a plus personne avec qui discuter. Les Européens sont presque tous partis, alors les gens préfèrent partir. Bon, vous allez vous retrouver dans votre classe de Pérego. C'est une expérience que vous appréhendez ou quoi? Non, non, non. J'y retourne avec un certain plaisir. Vous serez content de retrouver vos élèves? Oui, oui, on est toujours content de retrouver ses élèves. Oui. Monsieur, vous êtes enseignant. Vous rejoignez votre poste à Oran. Vous le rejoignez volontairement ou parce que vous étiez forcé de le rejoindre? Non, je le rejoins volontairement. Pourquoi? Parce que, d'abord, je vous dirais que je suis allé en vacances en France pour voir un peu la situation des enseignants en France. Mais j'ai constaté que, bien que j'ai été muté en France, je préfère encore retourner en Algérie parce qu'on vit une vie un peu plus décente. La fonction publique en France n'est pas revalorisée. Ma foi, les avantages qu'on nous offre en Algérie sont plus ou moins intéressants. Ce sont les avantages qu'on vous offre qui vous décident à retourner? Dans une grande partie. Vous retournez en Algérie. Pourquoi? Parce que j'ai un atelier de menuiserie et bénisterie. Et alors cet atelier, il faut que vous le repreniez en main? Cet atelier, si je ne le reprends pas en main, sûrement on me le réquisitionnera. Vous partez seul ou avec votre famille? Ah, je pars tout seul. Pourquoi vous ne voulez pas? Je pars tout seul parce que premièrement, je ne sais pas ce que je vais trouver là-bas. Je n'ai plus d'appartement, il a été occupé. Alors, et mes petits, je ne sais pas quelle instruction je pourrais leur donner en Algérie. Alors, ils restent en métropole. Mais alors, votre arrière-pensée en retournant là-bas, c'est de rouvrir votre atelier ou d'essayer de le vendre? Moi, ma pensée est de voir quelle solution je pourrais prendre sur place. Si je peux continuer, je continuerai. Si je ne peux pas, ben, on verra où je loue, où je vends, où on verra, on trouvera une situation sur place. Une solution sur place. Parce que sur ce bateau, il y a les fonctionnaires qui rejoignent leur poste, il y a les commerçants, les artisans qui disent tenter l'expérience d'un retour là-bas. Vous, qu'allez-vous faire en Algérie? Moi, je vais liquider les biens de mes parents. Liquider? Liquider. Pourquoi? Parce que je ne crois pas en l'avenir d'Algérie. Pourquoi vous n'y croyez pas? Parce que le passé et puis les événements récents prouvent que la sécurité n'est pas bien établie en Algérie, n'est pas bien établie en Algérie. L'expérience que vous tentez, retourner là-bas et y rester si c'est possible, pensez-vous que beaucoup de vos compatriotes l'attenteront? Je crois que oui, à l'approche de l'hiver, ils l'attenteront. C'est le froid qui les fera retourner en Algérie? Faute de logement surtout. Faute de logement. Vous êtes donc en fait parmi les premiers à retourner? Oui. J'espère que d'autres suivront mon exemple. Enfin, ils suivront votre exemple dans la mesure où votre exemple les rassurera. Bien justement, comme je vous disais tout à l'heure, je sers de cobaye. Les cobayes, ce ne sont pas seulement ceux qui rentrent. Il y a aussi ceux qui sont restés, en Mitidja par exemple, la zone la moins sûre d'Algérie à l'heure actuelle. La région la plus riche peut-être en ce qui concerne la vigne et les orangers, mais où la wilaya 4, insubordonnée et anarchique, s'avère incapable de respecter l'ordre. Les viticulteurs isolés dans leurs fermes y sont vulnérables. Un grand nombre d'entre eux a préféré partir et laisser le soin à l'ALN de procéder aux vendanges qui s'y déroulent actuellement. Ceux qui sont restés l'ont fait avec comme seul objectif immédiat celui d'assurer la récolte. Les exactions, les enlèvements, les vols se succèdent dans les alentours et personne ne fait de projet d'avenir. L'avenir, c'est d'abord de vivre prudemment. Quand la vendange sera terminée et que le vin sera fait, on prendra une décision. En attendant, chacun réagit suivant son tempérament. Vous avez l'air assez isolé ici, monsieur Roux. Oh bah, le fait est, oui. Le plus proche village est à combien?
Oh, ben, il faut compter 8 kilomètres. Au sud, vous avez la faune, au nord, à Tadba. Mais autour, il y a des fermes. Oui, oui, des fermes, mais habité pas indigènes. Vous savez, l'Européen a presque complètement disparu, quoi. Les Européens sont partis. Oh, j'ai bien mon cousin qui est assez voisin. Moi, il habite Mouzayaville, il vient ici qu'une fois par hasard, le matin, quoi, c'est tout. Alors pratiquement, vous êtes seul. Oh, pratiquement, oui. Et par exemple, si vous aviez besoin d'un médecin ou de médicaments? Là, ça se complique un peu parce que, au point de vue médecin, pratiquement, il n'y en a plus. Et les pharmacies à la faune sont fermées. Il y en a vu une à Tadba également, elle est également fermée. Je crois qu'il reste un docteur à Mouzayaville, docteur Choupin. Je souhaite jamais en avoir besoin. C'est le cas actuel. Et sur le plan de votre sécurité personnelle? Là, c'est à la grâce de Dieu, quoi. À la grâce de Dieu, vous n'avez jamais été menacé? Non, ça non, j'aurais tort de me plaindre de quoi que ce soit. Que ce soit du temps que j'étais des soldats français, du temps de la LN, du temps des Felaga. Je n'ai jamais été menacé par qui que ce soit. J'aurais tort de me plaindre à ce sujet. Mais vous pensez que cette sécurité est définitivement assurée ou quoi? La sécurité est définitivement assurée? Oui. Ma foi, vous savez, je le souhaite. Mais je suis un peu sceptique. Un peu sceptique? Ouais. Justement, actuellement, on parle d'exactions, d'enlèvements. Oui, ça, vous savez, l'exaction, enlèvement, ça... J'en entends parler de bouche à oreille, j'entends par la radio, j'entends par les journaux. J'en prends et j'en laisse, vous savez, il faut... Vous ne connaissez pas d'exemple précis? Oh, d'exemple précis, ma foi. Je peux vous dire qu'il y a M. Ramon, un voisin qui a été enlevé il y a, je sais pas, un mois et demi de ça, quoi. C'était un copain, oui, si on veut, parce que moi je faisais le comme un copain. Après tout, moi j'ai jamais eu affaire ni avec aucun parti politique, ni avec qui que ce soit, oui, je le considérais comme un copain, du moment qu'il est un voisin, quoi. Je sais qu'il a été enlevé, mais maintenant les raisons pour lesquelles il a été enlevé, ça, je l'ignore. On parle aussi d'imposition forcée. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ben, ça, vous savez, l'imposition forcée, moi, en ce qui me concerne, je ne pourrais pas vous en parler avec certitude. D'autant plus que je n'ai jamais été imposé moi-même. On n'a pas essayé de vous imposer? Ah, si, à Montebello. Mais enfin, effectivement, je veux dire, oui, on a essayé à Montebello, oui, on m'a même demandé un assez bon paquet. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai refusé catégoriquement. Vous avez refusé catégoriquement? Vous n'avez pas oui, discuté, vous n'avez pas... J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez, moi je suis un ouvrier, et puis pour vous donner une somme pareille à ce moment-là, je serais comme les copains, moi aussi je sais prendre ma valise et puis aller retourner en France. D'une ferme à l'autre, il y a quelques kilomètres. Mais d'un fermier à l'autre, il y a parfois un monde qui sépare deux façons de concevoir les choses, de réagir devant les mêmes faits. Vous êtes un gros colon, vous êtes un milliardaire, et en général, on pense que les milliardaires et les gros colons ont quitté l'Algérie, mais n'y restent pas. Je fais partie des Algériens qui ont fait l'Algérie de papa. Et les Algériens qui ont fait l'Algérie de papa aiment leur pays parce qu'ils l'ont créé. L'Algérie est un pays très dur. Et quand vous avez des enfants qui vous posent beaucoup de soucis, on est très attaché à eux. L'Algérie est un pays difficile. Et comme il a demandé beaucoup de labeur, nous sommes attachés à ce pays. Le français le plus proche, c'est à combien de kilomètres d'ici? Le français le plus proche réside à El-Lafrone, c'est-à-dire à 6 kilomètres. Vous n'avez pas un peu peur de rester tout seul dans votre ferme le soir comme ça? Je vous avoue que depuis 10 jours, j'ai peur. J'ai connu la peur pendant les 7 ans de rébellion, par moment. Mais depuis le cessez-le-feu et depuis la proclamation d'indépendance, nous avons assisté à tellement d'exactions dans la périphérie de la ferme. Et j'ai été moi-même, tout dernièrement, traqué par des gens qui voulaient me prendre ma voiture. Et évidemment qui n'auraient pas reculé devant un attentat pour prendre cette voiture.
qui est une déesse. À l'heure actuelle, pour avoir un semblant de sécurité, il faut rouler en 2 chevaux. Qu'est-ce que vous prenez comme précaution? Je change de 2 chevaux à peu près tous les jours. Et j'ai 4 chiens qui m'accompagnent. Je modifie mes itinéraires. C'est à peu près toutes les précautions que nous pouvons prendre, puisque nous sommes privés de téléphone depuis un mois. Et qu'il faut sortir pour faire marcher les exploitations. Pourtant, vous restez. Je reste parce que je pense que cette période trouble finira par cesser. Et si je partais en France, devant la quiétude de la vie française, je ne sais pas si j'aurai le courage de revenir. Je vais vous poser une question qui va probablement vous choquer ou paraître absurde. Est-ce que vous avez une option pour devenir algérien ou... Oui, 3 ans. Non. Je vous dirais nettement aujourd'hui non. Si la situation évolue, je dis peut-être. Pour l'instant, je pose un point d'interrogation. C'est l'avenir qui me fera devenir algérien. Un homme solitaire, 4 chiens de garde, une voiture qui change d'itinéraire chaque jour, c'est un peu le symbole de la vie des Français dans cette région. Mais l'Algérie d'octobre 1962, ce n'est pas seulement la Mitidja. C'est aussi cette petite gare, proche d'Alger, où le seul Européen qui reste assure tant bien que mal le trafic, réduit au 5e de ce qu'il était. Il était lampiste, il fait fonction par force de chef de gare. Ses problèmes se bornent là. Pour le reste, jugez plutôt. Pourquoi je suis resté? Oui. Oh ben ça c'est simple. Moi j'ai fait de mal à personne. J'ai fait que du bien. La population me connaît, la population du village, disons, me connaît. Et puis dans cette période mouvementée, ben, je restais chez moi, je ne sortais pas de mon village. Et là je risque rien, j'en suis, même actuellement, je ne risque rien. C'est tout, quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère, quoi. C'est-à-dire, pour être précis, je ne serai pas chez moi en France, quoi. Je comprends. Voilà, c'est tout. Je ne serai pas chez moi en France. J'irai en France en vacances, par exemple, pour voir de la famille qui est là-bas depuis 51, depuis 52. Peut-être encore d'autres qui sont partis maintenant. Mais en passant, comme ça. Mais je ne serai pas chez moi en France, alors c'est vrai. Donc j'en déduis que, à partir du moment où vous serez amené à choisir, vous choisirez la nationalité algérienne. Non, ça va sans dire, oui. Hein? Ça va sans dire, oui. Sans problème. Non, sans problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ma femme non plus, d'ailleurs. Papa non plus. Mes enfants non plus. Cette silhouette, peut-être la reconnaissez-vous. C'est celle de ce médecin d'Alger que nous avions interviewé le lendemain du putsch d'avril 1961. À cette époque, il avait symbolisé pour beaucoup le français d'Algérie. Nous avions parlé à cette époque à cœur ouvert. Vous êtes d'accord pour que nous continuions à le faire? Oui, oui, absolument. Bon, nous avions parlé à cette époque, à un moment où vous ne teniez pas à ce qu'on vous connaisse. Est-ce que vous êtes d'accord pour que maintenant on fasse connaissance avec vous? Oui, il n'y a aucun inconvénient. Alors nous allons faire connaissance avec vous. C'est toujours difficile de passer de l'aspect silhouette à l'aspect... C'est un peu éblouissant. C'est un peu éblouissant. Puis c'est difficile aussi quand on a à s'expliquer, j'imagine. Non? C'est pas gênant. Lorsqu'il y a 1 an et demi, nous avons bavardé ensemble, je me suis dit, lui restera. Et je crois que beaucoup de Français ont pensé comme moi. Et pourtant, je vous retrouve aujourd'hui à un moment qui est pour vous, à nouveau, un moment décisif, c'est-à-dire que vous partez demain, que vous quittez l'Algérie, que vous rentrez définitivement en France. Pourquoi?
évidemment, ce n'était pas une décision facile à prendre, à cause de tout ce qu'on peut imaginer. Et très longtemps, j'ai cru que je resterais en Algérie. Très longtemps. J'ai cru que la vie serait possible. Je crois que je me faisais des illusions, en ce sens que j'ai cru qu'il y avait un certain nombre d'accords et que ces accords reflèteraient les désirs des Algériens et quand même seraient l'espèce de canevas qui réglerait les rapports entre les Algériens et nous. Ce qui, dans les accords d'Évian, intéressait l'Algérien moyen, le français d'Algérie moyen, c'était encore une fois le problème de sa sécurité. De sa sécurité des personnes et des biens, comme il y a dans les accords, et libre circulation des personnes et des biens. Eh bien, dans ce mince chapitre, qui peut-être à l'échelon des gouvernements n'est pas préoccupant, je dois dire qu'il me semble évident que ces accords ne sont pas respectés. Et c'est là aussi une des choses qui me pousse à partir. Parce qu'ils ne sont pas respectés, et on ne peut que penser qu'ils le seront de moins en moins. Si vous voulez, laissons de côté l'insécurité. Vous avez vécu une période qui a montré que vous aviez le courage physique nécessaire pour y faire face. Je dirais qu'en plus vous êtes médecin et qu'en plus en tant que médecin vous avez le sentiment d'être utile et même nécessaire à l'Algérie. Alors, et pourtant malgré tout cela, vous partez. Si vous permettez, il y a un petit problème que j'aimerais préciser, oui, qui a pesé dans ma décision. C'est les médecins hospitaliers algérois ont été pris à partie à une époque parce qu'on nous a reproché un certain nombre de choses, la plus grave étant de tuer nos malades. Alors, et on nous a considérés, on nous a traités de médecins nazis, chacun de nous a reçu des tracts, a été menacé, et tout de même, je crois pouvoir dire que c'est pas vrai. Et se faire traiter de médecin nazi, c'est pas agréable. Et mes maîtres, en particulier le patron que j'avais, était obligé de partir. Et ça pèse aussi dans ma décision. Il me reste une tâche. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais enfin, j'ai été traité, moi, de médecin nazi, et pas au milieu de la communauté des médecins d'Alger. J'ai été traité de médecin nazi, comme tous, et ben non, je ne peux pas l'accepter. Que voulez-vous? Le 2 septembre, il y avait eu cette fusillade à la Casbah. Je suis allé, encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de sécurité. Je suis allé de nuit, en voiture, tout seul, à l'hôpital de Hussein-D, à l'hôpital Mustapha, pour aller soigner des blessés. J'en suis revenu à 2 h du matin, tout seul, en voiture, la nuit, avec des militaires qui patrouillaient dans les rues. Mais c'est normal. C'est normal, mais ce qui est moins normal, c'est qu'un blessé que j'allais opérer m'a dit non, je ne vais pas me faire opérer parce que je sais qu'à Mustapha, on a tué des gens. Et un chirurgien syrien qui était là lui a expliqué en arabe, moi je suis arabe et je vais t'opérer. À ce moment-là, le blessé s'est laissé faire. J'ai d'ailleurs aidé le chirurgien syrien à l'opérer. Malgré tout, en mettant de côté tout ce que ça peut avoir de personnel comme décision ou comme impression, surtout quand on est chirurgien, on ne peut pas accorder ses soins. On ne peut pas prendre des décisions importantes si on n'a pas la confiance du malade. Et c'est un fait qui se reproduit une deuxième fois d'ailleurs. Oui, alors, ceci dit... Vous croyez que c'est irrémédiablement perdu, cette confiance? Il faudra laisser passer du temps. Peut-être que d'ici 2 ou 3 ans, la vie sera, certainement quand même, certainement, la vie sera certainement plus facile. Enfin, je pense que les derniers troubles auront disparu. Et que ce parti pris qui existe à l'égard des médecins qui soignaient autrefois Mustapha aura disparu.
à ce moment-là, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Alger est une belle ville.